Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et c'est dont nous allons parler aujourd'hui puisque nous allons parler d'une sortie Netflix qui fait grand bruit en ce moment et qui était très attendue. J'ai essayé d'être un petit peu thématique cette fois-ci, malheureusement pour moi je ne suis pas blonde. Croyez-moi, le blond ne me va absolument pas. Nous allons bien évidemment parler de la sortie Netflix du moment, le film Blonde, qui se propose de revenir sur le personnage de Marilyn Monroe qui est une des icônes du monde moderne et de la pop culture actuelle. Ce film je l'attendais énormément, déjà parce qu'il y a une certaine actrice dedans, on va en reparler, mais aussi parce que c'était un film qui était assez prometteur sur le papier. Qu'en ai-je pensé au final? Je ne vous en dis pas plus tout de suite, je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, Blonde est un film très long, puisque c'est un film de 2h46, et croyez-moi on les sent passer, mais on va en reparler. C'est un film de type drame, attention, ce n'est pas un biopic. Ça parle de Marilyn Monroe, qui est un personnage qui a effectivement existé, mais ce n'est pas un biopic sur sa vie, c'est une vision fantasmée de sa vie, fictionnelle de sa vie. Ce n'est absolument pas un biopic, c'est un drame qui s'inscrit dans une période historique avec des personnages ayant existé, mais ça s'arrête là. Il est sorti sur Netflix le 28 septembre dernier, donc mercredi dernier, et il avait été présenté avant à la Mostra de Venise notamment, et il est également sorti dans quelques salles aux États-Unis, dans d'autres pays, je ne sais plus exactement lesquels, autour du 12 septembre. Nous en France, du fait de la chronologie des médias, on ne peut pas voir sortir en salle un film qui est destiné à une plateforme de streaming, puisque s'il sort en salle, ensuite il rentre dans la chronologie des médias, et il me semble que Netflix ils doivent attendre 17 mois pour pouvoir le mettre sur leur plateforme, c'est pas du tout leur politique, donc nous il est sorti directement sur le site de streaming. À la réalisation et à la scénarisation, nous avons la même personne, c'est Andrew Dominik qui est australo-néo-zélandais. Andrew Dominik, il a déjà réalisé des films et moi personnellement je ne connais absolument pas son travail. Je n'ai vu aucun de ses films, donc en 2000 il a réalisé le film Chopper que je n'ai pas vu. En 2007 il a réalisé un film dont le titre est assez long puisque c'est l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. C'était également un espèce de biopic qui ne dit pas son nom autour du personnage de Jesse James qui a été un hors-la-loi aux États-Unis et on avait un petit peu les mêmes ressorts qu'on va retrouver dans le film Blonde de cette année, toute une dimension très psychologique autour du personnage, sa dégradation psychologique, les conséquences de la vie, les choix de vie qu'il a choisi de mener, etc. Donc c'est quelque chose qui ressemble assez à son projet Blonde de cette année. Et en 2012, il a sorti le film Killing Them Softly, donc Tuez-les doucement, qui était l'adaptation d'un roman du même nom. D'ailleurs, le film Blonde est également une adaptation. Alors ce n'est pas une adaptation d'une biographie potentielle de Marilyn Monroe, c'est très important. Je vais vous le répéter plusieurs fois, mais c'est vraiment pas un film biographique, c'est vraiment pas une biographie, c'est vraiment pas un biopic, et c'est pas adapté d'un roman qui a pour objectif d'être biographique sur Marilyn Monroe. C'est adapté du livre qui porte le même nom que le film, c'est-à-dire Blonde, qui est sorti en avril 2000 et qui a été écrit par Joyce Carol Oates. Donc Joyce Carol Oates, c'est une écrivaine multiprimée. Elle a écrit de plein de genres différents. Elle a écrit des thrillers, elle a écrit des romans d'anticipation, elle a écrit de la fantasy, elle a d'ailleurs eu des prix plusieurs fois pour ses romans de fantasy. Elle est très productive, elle écrit beaucoup et vraiment différentes sortes de choses. Mais le point commun de toutes ses œuvres, c'est qu'elle a une vision assez noire de l'humain d'une manière générale et surtout de la société américaine, que ce soit la société du siècle dernier ou la société actuelle. Elle a une vision assez sombre et assez sinistre du monde dans lequel elle évolue, qui est inspirée apparemment des épreuves qu'elle a elle-même vécues dans sa vie, mais j'ai pas plus creusé de ce côté-là. Son roman Blonde, qui est donc adapté là sur Netflix, il a déjà été adapté en 2001 dans une mini-série qui est passée sur quelques chaînes américaines mais qui n'avait pas rencontré un grand succès, et il revient sur le devant de la scène grâce à Netflix et surtout grâce à Andrew Dominik qui a vraiment œuvré pour pouvoir adapter ce livre, qui est pourtant un livre énorme qui fait 943 pages, et c'est d'ailleurs pour ça que le film est d'autant plus long puisqu'il adapte une œuvre qui est extrêmement longue. Alors que nous raconte ce livre? On va suivre Norma Jane Baker qui est le nom originel, le nom de naissance de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, ça va être son nom de scène si vous voulez. Et ce roman nous propose de revenir sur la vie de Marilyn Monroe, mais en essayant de donner de la place à Norma Jean, c'est-à-dire la Marilyn Monroe qui n'a jamais été sur le devant de la scène et qui a été quasiment phagocytée
par son personnage de scène qui a été Marilyn Monroe, qui est devenue une star internationale, qui est aujourd'hui une icône pop, etc. Dans ce roman, Joyce Carol Oates se propose elle-même d'essayer d'imaginer qu'est-ce qu'a pu être la vie de Norma Jane derrière l'ombre de Marilyn Monroe, et surtout quelles ont pu être les conséquences de ce marché supra-concurrentiel et très misogyne du cinéma de l'époque sur Norma Jane, c'est-à-dire la réelle personne cachée derrière la figure de couverture de magazine qu'était Marilyn. Le livre, comme le film, utilise donc des noms qui ont existé, des personnes qui ont existé. Norma Jane Baker a existé. L'histoire avec sa mère, elle a eu une enfance très tumultueuse, elle est née en 1926, elle n'a connu la célébrité qu'à partir de 1953, elle a galéré pendant des années, elle a eu des difficultés familiales avec sa mère, etc. Ça, c'est vrai, c'est historique si vous voulez. Elle s'est mariée plusieurs fois, notamment à des personnages qui apparaissent dans le film, dont les noms réels sont gardés. Elle a eu des relations avec des personnages qui eux aussi apparaissent dans le film et apparaissent dans le livre, où on utilise également leur vrai nom de l'existence réelle historique, mais tous les ressentis, tous les rouages et certains événements sont issus de la dimension fictionnelle de l'œuvre, c'est-à-dire sont issus de l'imagination de l'autrice, de ce qu'elle se projette dans ce qu'on sait de la réalité. Donc il faut vraiment comprendre que ce n'est pas parce que ça parle de Marilyn Monroe, qui est une personne qui a existé, que ça va nous raconter la réalité de sa vie. Ça nous raconte ce qu'on s'imagine être la réalité de sa vie, projeté par rapport à une autrice qui existe aujourd'hui au XXIe siècle, qui n'a jamais connu Marilyn Monroe, qui n'a pas fait d'études particulières pour connaître sa psychologie, pour rencontrer des gens qui l'ont connue, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose de fictionnel et d'imaginer, de projeter sur la base d'événements réels. Au casting, pour jouer l'adaptation de ce livre, ils ont choisi pour Marilyn Monroe la belle Ana de Armas, qui est parfaite dans le rôle. Je trouve que c'est un excellent choix de casting. Ana de Armas, on en a déjà parlé puisqu'elle était dans le film The Gray Man sur Netflix également. Elle était également dans le film Mourir peut attendre, donc le dernier James Bond. Et vous avez également pu la voir dans le film Blade Runner 2049. Donc c'est une actrice qui a le vent en poupe, qui est extrêmement belle, qui est très charismatique à l'image, même si elle était beaucoup moins dans The Gray Man, mais on sait de par les plans de Mourir peut attendre ou de Blade Runner qu'elle peut avoir énormément de charisme à l'image, et là je la trouve extrêmement bien castée. À ses côtés, nous avons également Adrien Brody, qui est le très célèbre acteur du film Le Pianiste de 2007, film qui l'a rendu extrêmement célèbre, et c'est également un acteur dont on a parlé récemment, puisqu'il était dans le film sur lequel je vous ai fait une vidéo, qui est le film Coup de théâtre, qui est sorti il y a quelques semaines. On retrouve également Bobby Cannavale, qui a notamment joué également sur Netflix dans le film The Irishman, et plus récemment dans Nine Perfect Strangers, qui est sorti en 2021. Et pour finir, pour la petite anecdote, donc il y a Kennedy qui apparaît dans le film, puisque comme vous le savez, c'est un fait qui est très connu, Kennedy et Marilyn Monroe se sont rencontrés, ils évoluaient à la même période, et Marilyn étant très célèbre, elle a eu l'occasion de rencontrer le président des États-Unis de cette époque, donc Kennedy. Et JFK est incarné dans ce film par Caspar Philipson, et Caspar Philipson, c'est genre l'acteur parfait pour incarner JFK. Il l'incarnait déjà en 2016 dans le film Jackie avec Natalie Portman, qui parlait de Jackie Kennedy et donc de la mort tragique du président Kennedy, et il l'incarne de nouveau dans ce film. Il y a vraiment une ressemblance physique qui fait que c'est le meilleur acteur à caster pour ce genre de personnage, et c'est encore une fois le cas dans ce film blond. Tant qu'on est sur le casting, parlons dès à présent du jeu d'acteur. Honnêtement, Ana de Armas est magistrale. Elle est magnétique, elle ressemble énormément à Marilyn Monroe. Il y a dû avoir un énorme travail pour travailler les mimiques, travailler les sourires, les attitudes, les postures, la façon de parler également, puisque j'ai testé la VO et la VF, c'est l'avantage d'être chez moi, je peux mettre sur pause et changer la version. J'ai testé la VO et la VF, je trouve les deux extrêmement cohérentes par rapport au personnage. Petite préférence pour la VO parce que c'est la vraie voix de Ana de Armas et que moi je préfère. Mais franchement, elle incarne incroyablement bien Marilyn Monroe dans toutes les scènes, toutes les postures. Je crois qu'elle n'a pas eu de doublure pour les scènes de nu, puisqu'il y a des scènes de nu, notamment des bustes nus, très souvent, elle est très souvent dénudée dans le film. Ça fait aussi partie on va en parler, mais ça fait partie de l'esthétique et du message qui est porté par le film. Je trouve que dans toutes les scènes, elle est magistrale, elle interagit extrêmement avec les autres personnages, beaucoup d'émotions, elle joue une grande subtilité dans les émotions et la fragilité psychologique qui est caractérisée par le personnage de Marilyn Monroe et donc de Norma Jean Baker. Tout le long du film, elle crève littéralement l'écran, et pas par sa beauté physique, par son talent. Tous les autres acteurs autour jouent très bien, mais honnêtement, ils sont totalement éclipsés par le personnage de Marilyn Monroe, qui est incarné par Ana de Armas, et qui est juste incroyable. Parlons maintenant de la direction artistique. Tout d'abord, sur un plan très basique, costumes, décors, maquillage, mise en scène,
Tout cela est très très bien fait, il y a un très gros travail de recherche et très gros travail de correspondance historique entre les costumes qui sont portés par Ana de Armas, par tous les personnages, les décors, le vieil Hollywood, les spots. Il y a vraiment un énorme travail de décor et de recherche, que ce soit au niveau du maquillage et puis de la ressemblance qu'ils arrivent à faire avoir entre Ana de Armas et Marilyn Monroe, qui n'est pas gagnée à la base, même si on part sur une bonne base avec Ana de Armas, il faut quand même travailler le maquillage, travailler les ombrés, travailler l'orientation également de la caméra pour les faire correspondre le plus possible. Il y a un très gros travail là-dessus et j'aimerais le souligner parce qu'il y a d'autres points qui m'ont un peu plus gênée et là je trouve que franchement c'est très très bien fait et c'est très cohérent avec la thématique de Marilyn Monroe et ça fait plaisir à voir. Au-delà de ça, nous avons une direction artistique très originale, je dirais, très osée, qui tente des trucs. On tente beaucoup de choses. C'est pas forcément ni négatif ni positif, même si ça peut devenir gênant dans certains moments, mais c'est bien de tenter des choses au cinéma. J'ai trouvé extrêmement intéressant qu'ils utilisent le noir et blanc, déjà parce que personnellement j'adore le noir et blanc, je trouve que c'est très très beau à regarder. J'aime le noir et blanc moderne, on peut avoir un noir et blanc extrêmement propre, avec plein de nuances de gris et plein de nuances d'ombré qu'on n'a pas forcément sur les anciens films, puisqu'on n'avait pas les caméras et les qualités visuelles qu'on a aujourd'hui. Je trouve que le noir et blanc est complètement sous-estimé aujourd'hui et qu'il devrait être beaucoup plus utilisé, et c'est d'ailleurs ce que j'avais souligné de positif dans le film Thor 4. Ils avaient utilisé le noir et blanc et je trouvais ça intéressant. Et là, ils utilisent le noir et blanc, le problème c'est qu'on ne comprend absolument pas comment ils l'utilisent. Des fois c'est noir et blanc, des fois ça l'est pas. Des fois oui, des fois non, des fois un peu, des fois non, des fois oui, des fois noir et blanc, ah bon, ah plus. Je n'ai absolument rien compris de qu'est-ce qu'ils voulaient passer à travers le passage de la couleur au noir et blanc, puisqu'on passe très souvent de la couleur au noir et blanc dans le film, et ça n'a pas de sens. Au début, je me suis dit que c'était dans les flashbacks, ensuite je me suis dit que c'était dans les moments introspectifs, mais non. J'ai aussi pensé que le noir et blanc était associé à Marilyn et la couleur à Norma Jean, mais non plus. Ils ont utilisé cet outil, et ça fait des plans qui sont magnifiques en noir et blanc, mais je n'ai absolument pas compris pourquoi ils n'ont pas fait tout le film en noir et blanc, et dans ce cas-là, pourquoi à certains moments ils choisissaient de le mettre en noir et blanc et d'autres pas, je n'ai pas compris. Ça m'a pas mal déstabilisé au début, puis au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire, en fait je me suis dit bon bah c'est YOLO, des fois ils mettent de la couleur, des fois non, voilà YOLO. Ça c'est le premier point qui m'a... C'est pas les seules choses qu'ils tentent, il y a aussi plein de flou, plein de zooms étranges qui ont lieu à des moments qui peuvent être intéressants. Il y a notamment une scène de sexe, pas forcément des scènes de sexe crues, hein, voilà, on nous montre pas, voilà. On va dire des scènes un petit peu érotiques, un petit peu tendancieuses, et il y en a l'une des premières du film, où ils utilisent le flou et ils utilisent une espèce de déformation de l'image. J'ai trouvé ça visuellement très intéressant, très expérimental, on va dire. Et juste de temps en temps, ils tentent des trucs. Tu sais, comme quand toi, tu fais du montage pour la première fois, tu utilises ton application et t'essayes les effets. Ah bah oui, on pourra mettre ça. Ben là, on dirait qu'ils essayent des effets. Certains, ils les gardent, d'autres pas, d'autres, ils reviendront pas, certains reviennent. Et surtout, ils les essayent et on sait pas forcément si ces effets ont une fonction dans la communication visuelle du film. Honnêtement, moi, le noir et blanc, j'ai pas trouvé qu'il ait de fonction. Cette scène de flou, oui, c'est pour pas nous montrer une scène de sexe crue et littérale, donc ils mettent des moments un peu flous, un peu machin, mais c'est joli, mais qu'est-ce qui se passe ? Même chose, la fameuse scène de la robe qui s'envole, hein, très typique de Marilyn Monroe, très lourde, très longue, qui dure, et sous un angle, et sous un autre angle, et encore sous un autre angle, et que ça dure, à un moment où il y a les bouches qui se déforment, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est ? T'as l'impression qu'ils ont expérimenté plein de trucs. Alors, ça peut être intéressant, mais il faut quand même que dans un film, quand tu utilises quelque chose visuellement, ça veuille dire quelque chose, et là j'ai l'impression que ça n'a aucune signification particulière, juste ils tentent des trucs, et puis voilà, ils l'ont laissé au montage. D'ailleurs, le montage, parlons-en. Il y a des choses qui sont intéressantes, par exemple, ils utilisent plein d'extraits de musique ou de films de Marilyn pour faire parler la Marilyn du film, c'est-à-dire elle parle à travers ses musiques, à travers ses chansons. Par exemple, il y a la musique Take Me, qui a donc une signification plutôt, on va dire, sexuelle, enjôleuse, séductrice, qui est utilisée et qui est liée à des passages un petit peu sexuels et enjôleurs. Et en gros, on va avoir en fond sonore la musique Take Me avec des images de ce qui s'imagine être la vie de Marilyn Monroe. Je trouve ça très intéressant de la faire parler à travers ses musiques et ses films. Pareil, ils utilisent des extraits de films, ils utilisent des passages, des répliques, et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que quand on sort de ça, il n'y a pas de musique. En fait, quand on sort de Marilyn, quand on est sur Norma Jean, il n'y a aucun accompagnement sonore. Une scène au restaurant où on n'entend que les fourchettes et les couteaux, et c'est une scène qui est longue et qui dure, où t'entends le fond sonore. Là encore, t'as l'impression d'un choix un peu expérimental. Honnêtement, ça m'a gênée. Pourtant, j'aime bien quand on a des sons naturels et que tout le film n'est pas accompagné de musique, mais ce film-là dure quand même 2h46, et on a des scènes de 10 à 15 minutes de dialogue qui sont très longues et qui n'ont aucun fond. Et c'est étrange. J'ai ressenti ça de plein de moments dans le film. C'est étrange. Donc si je pouvais résumer la direction artistique du film, je dirais qu'on a une très bonne base au niveau des costumes, des décors, etc. Et qu'ensuite on a un espèce de truc expérimental, étrange, long,
même visuellement long, si vous voulez. Même visuellement, des fois on s'ennuie, des fois on est intrigué, des fois on comprend pas ce qui se passe. Il y a ces changements de couleurs, on comprend pas ce qui se passe. C'est très désarçonnant, c'est très déstabilisant, et c'est pas forcément très agréable, hein, soyons honnêtes. Je dirais qu'on a un joyeux bordel artistique, on sent qu'ils ont tenté plein de trucs et qu'ils se sont complètement lâchés, mais du coup, une incohérence visuelle quasi totale. Ça, c'est un peu gênant. Et en plus de ça, au-delà de ces incohérences visuelles et ces incohérences de choix visuels, on a un film qui est complètement désincarné et à la fois extrêmement voyeuriste. Ce qui fait qu'on a un film qui, visuellement, met très mal à l'aise. Déjà parce qu'on ne s'attache pas au personnage, parce qu'il y a ce côté désincarné qui est notamment dû au montage, on va en reparler, on n'apprend pas à les connaître réellement, parce qu'il n'y a pas vraiment de trame réellement, à part le fait qu'on suive sa vie, événement décousu par événement décousu, mais on va en reparler. Et il y a quelque chose d'extrêmement voyeuriste, intrusif, et désagréable et malaisant. La seule chose que tu ressens pour ces personnages, c'est du malaise. Tu ressens du malaise d'assister à toutes ces scènes alors même que tu n'as pas vraiment de background, que tu ne les connais pas, que tu n'as pas vraiment d'aboutissement. On dirait des espèces de tranches de vie qui sont là pour te mettre mal à l'aise, filmées de façon très intrusive, très présente, très physique. Et ça, j'ai trouvé ça assez dérangeant également. Déjà, on est complètement déstabilisé par la construction visuelle du film, mais en plus, la trame des personnages ne nous permet pas de nous attacher à eux et de les suivre, ce qui fait qu'on est juste des voyeuristes qui sont là, qui regardent leur déchéance, qui regardent leur vie. C'est assez malsain, honnêtement. Après, c'est intéressant et ça fait aussi partie du message du film. Pareil, on va en reparler, il y a ce côté Hollywood transforme ses acteurs en poupées qu'ils peuvent poser là où ils veulent et en faire ce qu'ils veulent, avec ce côté complètement désincarné, ce côté jouer des médias, si vous voulez. On épie leur vie, on entre dans leur vie, on envahit leur vie et on les désincarne. Donc oui, ce côté-là passe à travers l'image, mais moi personnellement en tant que spectatrice, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise et ça n'a pas créé chez moi ce que je m'attendais à créer avec le personnage de Marilyn Monroe ou de Norma Jean par exemple. Donc si je fais le bilan au niveau de la direction artistique, on est sur quelque chose d'expérimental. On dirait le genre de film qu'on projette à une expo d'art contemporain qui serait une rétrospective d'art contemporain sur Marilyn Monroe et sur ce que Marilyn Monroe a inspiré à l'art. Il y a quelque chose de désincarné, d'expérimental, d'art contemporain. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais j'ai ressenti ça et j'ai pas particulièrement apprécié, soyons honnêtes. Il y a des plans qui sont très beaux, le noir et blanc est très beau, les décors sont très beaux, mais le tout ensemble, on dirait une énorme salade de bazar créatif. Et en plus, si on parle du rythme, alors déjà on a un rythme qui est très lent. Très long. Le film dure 2h46. Dans l'absolu, c'est pas gênant si dans ces 2h46, tu es absorbé par ce qui se passe. Là, tu te fais violence pour rester. Je me suis fait violence, je me suis endormie par ailleurs, donc j'ai regardé le film en 2 fois, voilà, je suis honnête avec vous. Je me suis endormie, parce que je suis épuisée aussi, et parce que c'était après le travail. Je me suis endormie au milieu du film, donc je me suis réveillée, je l'ai remis. Je m'endors pas au milieu des films en fait, c'est pas normal de s'endormir au milieu d'un film, surtout moi qui n'ai pas vraiment, c'est pas une habitude, je me mets pas devant un film pour dormir, je me mets un film pour écouter, et j'étais concentrée, en plus j'étais intriguée par ce film à la base, donc j'étais concentrée sur ce qui se passait, c'est très lent, c'est très mou, il y a aucune emphase, il y a aucune action, il se passe des choses, parce que quand même on suit la vie plus ou moins de Marilyn Monroe, pas sa vie réelle, hein, sa vie fictionnelle et fantasmée dans le film, c'est pas très rythmé, c'est pas très rapide. Alors je demande pas à ce que ce soit un truc Speedy Gonzales, donner ce côté biopic, ce côté un petit peu fantasme, ce côté un petit peu expérimental, un petit peu contemplatif même si on peut dire autour de la figure de Marilyn Monroe, le rythme est très difficile à suivre en plus de tout le reste. C'est-à-dire que déjà t'es déstabilisé par les choix artistiques qui sont étranges, par ces changements de noir et blanc, t'es déstabilisé parce que tu t'attaches pas vraiment au personnage et en plus c'est lent. Donc faut vraiment s'investir, faire des efforts pour regarder ce film, ce qui pour moi n'est pas forcément la bonne approche on va dire. Et en plus de cela, comme je vous l'ai dit, c'est très décousu. C'est-à-dire qu'au niveau du montage, de l'écriture du scénario en lui-même, alors on approche effectivement la vie de Marilyn de façon chronologique. C'est un choix que je peux comprendre. Ça montre son cheminement, son évolution de son enfance. Puis on fait un bond énorme qui ne nous est pas expliqué. Parce que oui, il n'y a aucun insert pour nous dire quand est-ce qu'on est. On n'a aucun repère temporel dans le film. On fait comme on peut. Tu te débrouilles. C'est à la bonne franquette. Voilà, tu essayes de déterminer où t'en es. Tu n'en sais rien. C'est pas grave, tu fais avec. On a des bonds dans la vie de Marilyn. Soit tu connais très bien la vie de Marilyn avant de regarder le film, et dans ce cas-là, je pense que ça va. Soit, en plus, t'as pas beaucoup d'informations au niveau du contexte historique, puisqu'il y a 0 contexte dans tout ce qu'on te projette, donc tu te débrouilles. Mais globalement, c'est très décousu. En fait, c'est des successions de plans et de scènes, sans vraiment de couture entre.
ça se succède. Comme une série de diapositives, si vous voulez. Alors, des fois c'est noir et blanc, des fois c'est pas noir et blanc, voilà. Des fois c'est avec Marilyn, des fois c'est avec Norma Jean, puisque Marilyn et Norma Jean sont considérées comme deux entités différentes dans le film. Des fois il y a des personnages qui pop, tu sais pas trop qui c'est, on te les présente vaguement, mais ils sont là, mais voilà. Tu sais pas depuis combien de temps ils sont là, tu sais pas si elle les connaît bien, si elle les connaît pas. C'est très compliqué à suivre. Je suis honnête avec vous, c'est très compliqué à suivre. Enfin, ça commence à faire beaucoup de trucs déstabilisants et beaucoup de trucs où tu dois faire des efforts pour suivre le film. Et ça commençait à devenir embêtant. J'ai atteint le stade que là je vous donne dans mon avis, ça je l'ai atteint au bout de 1h20 de film où j'ai commencé à me dire pourquoi je fais des efforts pour continuer à suivre cette histoire. Pourquoi ? Je fais des efforts pour Anna de Armas, c'est parce que c'est joli. Voilà, soyons honnêtes, et parce que j'avais envie de savoir exactement où ça allait en venir, et surtout sur certains trucs, et je n'ai pas été déçue. Le film est visuellement confus, chronologiquement confus, scénaristiquement confus. On ne sait jamais trop où on campe, pourquoi on est là. Quand on arrive à te poser des questions existentielles, en fait, devant ce film, tu te poses des questions existentielles. Et on en arrive au message du film. Donc là, je vais vous prévenir, il y a certains passages où je vais spoiler. Donc je vous préviendrai, je vous mettrai un petit point d'exclamation ici même pour vous signaler les moments où je parle d'événements spoilants, mais qui sont tellement importants dans le message du film et dans ce qui m'a énervé dans le message du film que je veux en parler avec vous, mais ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai. On commence par le message de base, le premier plan, ce qui était à attendre parce que ça fait partie de ce qu'on fait de plus en plus aujourd'hui et en plus ça fait amplement partie de la figure de Marilyn Monroe. Il y a forcément un message critique vis-à-vis de l'industrie du cinéma et de l'industrie d'Hollywood et notamment de la place de la femme dans l'industrie d'Hollywood. On sait que Marilyn Monroe va être une figure qui va être extrêmement sexualisée durant toute sa carrière et qu'elle va être un petit peu réduite à la jolie blonde au gros sein et au beau cul, soyons crus. Je m'attendais à ce que ce message soit abordé, ce message peut être intéressant. C'est intéressant d'avoir un regard critique sur l'industrie d'Hollywood, c'est intéressant que l'industrie d'Hollywood ait un regard critique sur elle-même, donc oui, pas de souci, et de toute façon je m'y attendais. La figure de Marilyn Monroe est une figure éponyme de cette instrumentalisation visuelle du corps de la femme qu'il y a eu durant ces années-là. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça aurait été intéressant que ce soit développé de façon critique et de façon à quand même nuancer ou réfléchir le message, réfléchir du pourquoi l'industrie de Hollywood s'est tournée vers ça, pourquoi l'industrie d'Hollywood s'est limitée à ça et pourquoi elle a évolué ensuite, ça aurait été intéressant, ça ce n'est pas abordé. On a vraiment l'image d'une sorte d'industrie qui est une énorme machine dominée par les hommes à cette époque et qui se nourrit de cette femme qui est relativement ingénue, qui vient d'un milieu qui ne connaît pas du tout le cinéma et qui va devenir une tête de proue et qui va être instrumentalisée pour des films. On va instrumentaliser son physique et sa beauté en mettant de côté ce qu'elle aurait pu apporter d'autre à l'industrie. Donc ça, c'est un message que j'attendais et qui est intéressant et qui en plus correspond à la réalité de ce qui s'est passé dans cette période-là et de ce qui passait autour de Marilyn Monroe. Au-delà de ça, on a un film qui est quand même très politique, donc politique de par son engagement féministe, politique également de par le regard, j'ai employé le terme actualiste, qu'il pose sur l'histoire. Marilyn Monroe, ça fait partie de l'histoire aujourd'hui, ça fait partie du passé, et j'ai toujours personnellement une gêne quand on regarde le passé avec les yeux du futur. Quand on juge les choix du passé, quand on juge le mode de vie du passé, quand on juge les valeurs, quand on juge la façon dont il vivait et les choix qu'il faisait et les morales du passé avec notre regard de personne de maintenant. Ça me gêne toujours énormément qu'on fasse ce procès d'intention à l'histoire, alors même que l'histoire c'est notre évolution qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. Donc on devrait plutôt prendre de la nuance et prendre un regard critique pour évaluer le chemin qui a été parcouru, sans être forcément dans un jugement brut et blanc. Là je trouve que c'est très présent dans le film, d'autant plus que ce film se propose, de par son approche fictionnelle, mais qui n'est pas mentionnée, à aucun moment on ne dit que c'est inspiré très librement de faits réels, à aucun moment on ne dit que c'est une histoire fictionnelle, ça me gêne beaucoup d'ailleurs. Ce film se propose de réécrire le passé, en proposant des événements qu'on ne sait pas s'ils sont arrivés, donc des événements qui sont de l'ordre de la fiction, pour nourrir une réflexion et un jugement sur ce passé. Et ça, moi, ça me met mal à l'aise. Ça me gêne. À aucun moment, je ne justifie quoi que ce soit, je n'excuse quoi que ce soit. Le but n'est absolument pas là. Mais je dis que les choix et les mœurs de nos ancêtres sont des processus qui ont évolué pour arriver jusqu'à nous. Et on devrait quand même faire preuve de nuance et d'intelligence et poser évidemment des contextes qui soient bien posés, là on n'a aucun contexte, lorsqu'on juge nos ancêtres avec nos valeurs d'aujourd'hui, alors même
que pour en arriver à nos valeurs d'aujourd'hui, à un moment, notre évolution est passée par ce passé. J'espère que je suis comprise. Il n'y a vraiment aucune négation, aucune excuse, aucune justification de quoi que ce soit. C'est juste que je trouve que le propos du film n'est pas du tout nuancé et très très peu contextualisé. De toute façon, il n'y a aucun contexte, donc il pose rien. Mais qu'il est quand même très brut de décoffrage et quand même peu nuancé et peu réfléchi. Et ça me gêne. Voilà, ça me gêne. Surtout que le film est très ouvertement engagé politiquement et engagé moralement. En fait, il y a vraiment une morale dans ce film qui irrigue l'intégralité de l'œuvre, qui est intéressante parce que, comme je vous l'ai dit, la figure de Marilyn Monroe peut être porteuse de ce genre de message, mais ça serait bien qu'il y ait également une réflexion, plutôt que juste faire un jugement de morale. On en arrive au moment où je vais spoiler, donc si vous ne voulez pas savoir, je vous invite à aller dans les timer codes, je mets toujours du chapitrage de toute façon dans toutes mes vidéos, pour passer au suivant qui sera la figure de Marilyn. Là, nous allons parler d'un moment spoilant, donc partez, fuyez pour les autres, ceux qui sont restés. Nous allons aborder le thème de l'avortement qui est extrêmement présent dans ce film et avec une connotation et un engagement anti-avortement qui est ouvertement prôné dans le film et qui m'a personnellement mise très mal à l'aise, qui m'a énormément gênée, que je trouve très malaisant, très bizarrement fait, avec des choix qui sont... Faire parler le bébé, c'est horrible, ça n'a aucune cohérence, enfin bref. Dans le film, Marilyn Monroe a recours à plusieurs avortements, 2 avortements et une perte tragique d'un enfant, mais qui va également du coup être extrait de son corps. Elle a une attitude qui est ambivalente en fonction des 10 avortements. Le premier, elle le souhaite, puis après elle le souhaite plus. Le second, elle perd son bébé, donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Le troisième, on lui demande même pas son avis. Marilyn Monroe a bien avorté dans sa vie, une fois de certitude historique au début de sa carrière. Ensuite, elle a effectivement perdu un bébé. Pour le troisième avortement du film, il est issu de la dimension fictionnelle de l'histoire qui vous est présentée. Mais là n'est pas l'aspect gênant. L'aspect gênant, c'est la façon dont est abordé l'avortement, avec ce côté où il est complètement imposé par la société, de l'extérieur si vous voulez, où le stade de développement du bébé qui est montré à l'image ne correspond absolument pas au stade de développement où elle en est. D'après ce que nous raconte l'histoire, elle a un ventre qui est tout plat, elle vient juste de découvrir qu'elle est enceinte, on nous montre à l'image un bébé fini, entier, qui est capable de parler, qui est capable de faire des choix, qui est capable de faire des décisions. Ce n'est pas une réalité physique et physiologique, voilà, c'est extrêmement gênant. Tout le moment où elle est dans la voiture, où elle est en train d'aller à l'avortement, et où elle voit un panneau « Stop », donc un panneau routier stop, et que tout d'un coup elle se dit « Oh mon dieu, je suis en train de faire une erreur », qui est typique de toute l'esthétique américaine anti-avortement qui est portée aux États-Unis, avec ces gens qui campent devant les cliniques d'avortement, avec des panneaux en disant « Stop, vous êtes des assassins, vous êtes des meurtrières, etc. » Donc on est complètement dans cette esthétique, et donc il y a une dimension de soutien à ces démarches-là, qui personnellement me met extrêmement mal à l'aise. Mais je crois que le pire du pire, c'est le moment où le bébé lui parle, la culpabilise de son précédent avortement, comme si les enfants que tu pouvais potentiellement avoir après un avortement t'en voudrait de ta précédente décision, et il lui dit qu'il est le même bébé. J'ai trouvé ça extrêmement malhabile, malaisant, dérangeant. Et alors, l'avortement, c'est un choix qui relève des personnes qui le font. L'avortement n'est pas une obligation. Personne ne vous obligera à avorter. Ou alors, si on vous oblige à avorter, là, c'est très grave. Mais c'est aussi un choix que d'avorter. Et tu peux faire ce choix. Et il n'y a aucun jugement à émettre là-dessus. Et le fait que le film associe un jugement moral très fort, notamment de par cette scène du bébé qui juge sa future mère des actes qu'elle a commis, c'est ultra violent. Et c'est très dérangeant. Et c'est, de mon point de vue personnel, pas normal, et ça m'a mis extrêmement mal à l'aise, c'est très cringe, c'est malsain, et en plus le fait, comme je vous dis, de pas respecter la temporalité de développement du bébé, et de nous montrer des bébés finis, entiers, mains, doigts, pieds, œils, réflexifs, etc., alors même qu'elle en est au tout premier stade, et que le fœtus doit ressembler à une cacahuète, je trouve pas ça correct, je trouve pas ça... Enfin, voilà, ça m'a énormément dérangée, et c'était... Waouh, voilà. Surtout pour un film qui se permet d'être dans un jugement moral. Voilà, c'est waouh. On va arrêter sur ce point, mais waouh. Dernier point qui m'a énormément dérangé dans le film, c'est tout simplement le fait qu'il dénonce le fait que Hollywood ait instrumentalisé Marilyn Monroe et qu'il fasse exactement la même chose. Ici, pour porter leur message politique et artistique expérimental, ils exploitent la figure de Marilyn Monroe,
qui n'a pas de descendants et qui donc n'a personne pour la défendre d'une certaine manière. La façon dont elle est montrée, qui est une façon fictionnelle et fantasmée, avec ce dérangement psychique très intense, avec des scènes qui sont quand même extrêmement dégradantes, avec, alors oui, ils nous disent 3 fois qu'elle est intelligente parce qu'elle dit des mots compliqués. Ils lui font citer Dostoïevski et ça y est, elle est intelligente. Genre c'est comme ça qu'on montre l'intelligence d'une femme. Vous nous montrez que des décisions surréalistes, vous nous montrez un comportement qui est complètement erratique et qui relève la prise en charge psychologique, et ensuite on nous dit « Ah, mais elle est très intelligente, hein. Elle savait totalement ce qui se passait autour d'elle. » C'est pas du tout l'image que montre votre film, et c'est pas en lui faisant dire des noms d'auteurs compliqués, en lui faisant dire qu'elle lit des pièces compliquées que vous allez montrer que c'était une femme intelligente, sensible, une artiste. Elle écrivait beaucoup, et notamment des poèmes, ça c'est avéré. Et le seul moment où on aborde cette thématique comme quoi elle-même elle écrit et elle peut être une auteure, c'est le moment où elle lit un poème tout pourri au bord de la fenêtre et que son mec lui dit « Ouais, c'est bien ma grande, ah c'est bien. » Sérieusement, vous jugez le Hollywood qui a pris cette femme pour une débile juste jolie en la prenant pour une délirante psychiatrique juste jolie. Alors moi du coup j'ai été extrêmement déçue de ce côté-là parce que je m'attendais à voir un film qui revalorise Norma Jean, la femme qui était dans la vie Marilyn Monroe, qui, au-delà d'être jolie, était une femme intelligente et sensible, qui avait d'une certaine manière conscience du rôle qu'on lui faisait jouer dans l'industrie et qui a utilisé la conscience qu'elle avait du rôle qu'on lui faisait jouer dans l'industrie au sein de sa carrière, mais effectivement sa carrière l'a détruite et sa carrière lui a coûté énormément psychologiquement, ce qui l'a mené à ce à quoi ça l'a mené. Mais ce film ne parle pas de ça. Ce film ne parle pas d'une femme belle et intelligente qui va être instrumentalisée, qui va essayer d'y faire face et qui finalement va être détruite par cette industrie. Ce film utilise l'esthétique de Marilyn Monroe pour faire du super visuel et super expérimental visuel et pour une nouvelle fois sexualiser la figure de Marilyn Monroe en mettant plein de scènes où elle est notamment buste dénudé, mais sans à aucun moment chercher à la revaloriser. Ils en font une victime. Or, ce n'est pas ce que moi j'attendais. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise Marilyn Monroe est une victime. Je m'attendais à ce qu'on me dise Norma Jean Baker était une femme intelligente, belle, qui a su percer dans une industrie extrêmement masculine à l'époque, qui a su exploiter ce qu'elle pouvait exploiter à l'époque pour se construire une carrière, mais ça, ils ne nous le disent pas, ça ne les intéresse pas, ce qu'ils veulent, c'est en faire une victime. Et ça m'a déçue. Ça m'a énormément déçue. Alors je suis peut-être la seule à le voir comme ça, mais moi je l'ai vraiment ressenti comme ça et ça m'a énormément déçue. D'autant plus qu'au final, tout ce qu'ils font, c'est exploiter, comme cela a été fait à l'époque et comme ils le critiquent à l'époque, l'image de Marilyn Monroe pour vendre leur visuel expérimental et pour vendre leur film fictionnel sur elle. C'est d'une tristesse, je trouve que pour un truc qui dénonce l'instrumentalisation de cette femme, c'est d'une tristesse absolue. Donc si je fais le bilan, il y a des trucs positifs dans le visuel, dans certaines expérimentations visuelles qui sont proposées dans le film. Il y a un énorme truc positif, c'est Ana de Armas, qui est absolument incroyable et magistrale dans l'incarnation du personnage de Marilyn Monroe et de Norma Jean Baker. C'est un film qui aspire ton âme, qui est éprouvant, qui est déroutant, mais pas au sens positif du terme, en mode j'ai été déroutée, j'ai vécu une expérience incroyable. C'est plutôt j'ai été déroutée, j'ai vécu une expérience que j'avais pas forcément très envie de vivre. C'est un film qui est incohérent, qui est très décousu, et qui, au final, fait ce qu'il dénonce, c'est-à-dire qui exploite l'image de Marilyn Monroe pour faire passer un message politique et un message artistique. Et je trouve ça très dommage et très décevant de la part des choix qui ont été faits dans ce film. Je peux les comprendre, et je peux comprendre évidemment que des gens aimeront ce film, notamment de par cet aspect très expérimental et très différent visuellement qui nous est proposé. Mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement décevant parce que ce n'est pas ce que je voulais de ce film, et ce n'est pas ce que je voulais d'un film qui se proposait de revenir sur la vie de Marilyn Monroe avec, du coup, moi j'aurais attendu une contextualisation, une réflexion, une revalorisation de cette femme, et pas une victimisation de cette femme. Ça m'a vraiment beaucoup attristée pour la figure, du coup, de Norma Jean. Et alors, le point qui m'a le plus énervé, c'est qu'à aucun moment dans le film, nous avons un panneau pour nous dire que ces faits ne sont pas des faits réels, pour nous dire que ce film n'est pas un biopic, et pour nous dire que ce film est une fiction. Il aurait fallu au début du film, comme ça a été le cas pour le film dont je vous ai parlé récemment, Compromat, où là, la personne qui est concernée étant toujours en vie, elle s'est battue pour qu'il y ait écrit inspiré très librement de faits réels, et j'aurais aimé que cette démarche-là soit également appliquée à ce film Blonde, où ils nous disent c'est inspiré très librement de faits réels. Parce qu'il y a des choses qui nous sont montrées dans le film, on n'a aucune preuve, mais il y a des gens qui vont partir du principe que c'est un fait. Et ça,
ça me gêne. Et ne me disent pas, oui, les gens savent que c'est un film. À aucun moment le film ne dit qu'il est fictionnel. Ils prennent des personnages qui ont vraiment existé, ils prennent une femme qui a vraiment existé, ils prennent des événements qui ont vraiment existé, et ils y accolent d'autres événements qui sont fictionnels. C'est très compliqué de faire la distinction entre les deux dans le film, d'autant plus qu'à aucun moment le film n'assume cette distinction. Donc, moi, ça me gêne. Donc si vous avez 2h46 et que vous aimez les films expérimentaux, je pense que ce film vous plaira. Personnellement, je l'ai vu, vous avez mon avis dessus. C'était très long. Et je suis pas très contente. Merci d'avoir écouté cette vidéo très longue, mais j'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup d'argumentaires à apporter autour de ce film. Du coup, ça correspond, c'est on va dire relativement cohérent. On a un film de 2h46 et je vous fais une vidéo un peu plus longue que d'habitude parce que le film est un peu plus long que d'habitude et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je suis déçue parce que c'est un film que j'attendais et que je n'ai pas eu ce que j'attendais, voilà. Comme d'habitude, on va me dire qu'il faut pas avoir d'attente sur un film, mais enfin même si j'avais pas eu d'attente, ça m'aurait quand même déçu de ce qu'ils ont associé à l'image de Marilyn Monroe et de la façon dont ils l'ont faite. Maintenant, évidemment, si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé. Si vous tente, n'hésitez pas à me le dire. Si ne vous tente pas, également, les commentaires sont là. On est libre de s'exprimer dans le respect toujours, évidemment. Mais dites-moi ce que vous avez pensé de ce film. Moi, vraiment, ça a été une épreuve physique et émotionnelle. Également, une épreuve nerveuse, parce que j'étais quand même assez énervée. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, c'est juste en dessous. N'hésitez pas également à activer la cloche. Moi, je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage. Et nous, on se dit, comme toujours, à très vite. On peut dire d'une certaine manière que c'est une réinterprétation de sa vie. C'est vraiment, on prend la base de choses que l'on sait et on comble les trous et on comble les vides avec notre imagination. Je reviens. Oh là, elle a une robe blanche, alors tu peux mettre du noir et blanc. Enfin, voilà. Après, le rythme s'écoule comme une rivière. Voilà. Donc tu es assis devant la rivière de la vie de Marilyn Monroe. Je pense que c'est aussi une volonté artistique de faire cet écoulement plat, mais voilà. Mais voilà. Je pense que vous commencez à ressentir mon ressenti. Ils lui font citer des auteurs, genre Dostoïevski, comme ça a été le cas pour le film dont je vous ai parlé récemment. Comment il s'appelait ce film? Ils lui font citer j'arrive pas à dire son nom.